Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce direct. Bienvenue pour les gens qui sont avec moi présentement en direct, mais aussi pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Vous savez, plusieurs personnes m'écoutent en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Vous voyez en haut, OK, toutes les coordonnées sont là. OK, si vous voulez me suivre, c'est assez simple, c'est facile. Pendant que je parle, je vais vous laisser rentrer tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, ce soir, j'ai fait ça un petit peu différemment. Moi, j'utilise la plateforme Restream. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une plateforme de diffusion multi-réseaux sociaux. Puis, j'ai utilisé la nouvelle fonctionnalité. Je pense que c'est nouveau, genre pour pouvoir planifier l'événement. Alors, j'espère que ça va porter fruit. J'espère qu'on va être nombreux parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, un de mes amis, Julien. Vous l'avez vu dans la présentation que je vous ai mis partout sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est mon ami. Je le connais depuis environ facilement 4-5 ans. Je vais parler tantôt comment on s'est fait, comment on s'est rencontrés. Pour ma part, je parle beaucoup de synchronicité, des hasards de la vie. D'ailleurs, notre rencontre, c'est vraiment un fameux hasard de la vie, une belle synchronicité. Alors, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous laisser rentrer tranquillement. Vous le savez, ma mission, c'est quoi quand je fais ces entrevues-là? C'est d'aider les gens. Premièrement, c'est de me nourrir et avoir du plaisir. Sinon, je pense que, on fait pas ça pour si on n'a pas de plaisir. Alors, la deuxième raison, c'est simple, c'est que je veux vous donner de l'information, je veux vous amuser, je veux aussi échanger avec vous. Alors, si vous voulez me donner un coup de main dans cette belle mission qui est très noble, OK, je ne gagne pas d'argent avec ça, bien, encore une fois, likez, partagez, propagez la bonne nouvelle, comme j'aime si bien le mentionner. On a un chat, OK, peu importe la plateforme que vous êtes présentement. C'est sûr, si vous êtes en rediffusion, bien, je veux dire, c'est difficile d'échanger avec vous. Mais si vous voulez nous écrire tout au long de cette entrevue-là, bien, il n'y a pas de problème, écrivez-nous. Je vais essayer de le regarder. OK, j'ai un petit TDAH, des fois j'ai de la misère, mais je vais essayer d'être focus. Julien va sûrement m'aider à aller vérifier les commentaires de toute façon. Bon, sans plus tarder, parce que là, vous êtes quand même plusieurs à être présents avec nous présentement, fait que je vais inviter avec moi Julien. Salut Julien, comment tu vas? Super, mon gars. Merci infiniment de m'avoir sur ta super entrevue. Ça faisait longtemps que je voulais y participer, fait que today is the day, comme on dit. Ben effectivement, Julien, comme je vous ai dit, on se connaît facilement depuis 4 ans, puis on se rencontre souvent, puis pas assez souvent à mon goût, mais on se rencontre à quelques reprises, puis on échange de plein de sujets, OK? Parce que Julien, c'est un entrepreneur, je suis un entrepreneur aussi, Julien, c'est un inventeur, il va se présenter dans quelques secondes, puis on a des sujets qui nous passionnent, tout ce qui est spirituel, l'univers, tout ce qui est genre mystérieux, on triple là-dessus, nous deux. Fait imaginez-vous donc quand on va prendre un bon souper avec quelques verres de vin, c'est sûr qu'on brainstorm et on réinvente le monde. Fait que c'est un peu ça que je voulais faire avec lui aujourd'hui et avec vous. C'est justement avoir, c'est sûr qu'on n'est pas dans un restaurant, on n'est pas dans un pub, mais je pense que Julien, tu as quand même un petit verre de vin, je crois. Fait que dans le fond, on va pouvoir... J'ai mon petit verre de vin à l'italienne, hein, donc pas dans une coupe, hein, dans un verre carré, comme on dit. Ça aide à... Rendu à cette heure-là, quand on est encore au bureau, parce que désolé tout le monde, je suis au bureau, hein, dans l'accoutrement du président avec tout ça. Mais oui, petit verre de vin, puis j'ai bien hâte de discuter avec toi, Hugo, puis surtout les gens qui écoutent, d'apprendre un petit peu plus de knowledge qui n'est pas nécessairement dit dans la vie de tous les jours, des choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu occultes. Je suis très, très content de pouvoir partager ça aujourd'hui avec mon bon chum Hugo, avec vous autres. Ben, c'est justement, sans plus tarder, j'aimerais ça que tu te présentes. Je t'ai dit comme rapidement que tu es un entrepreneur, un inventeur, un amoureux de la vie, mais j'aimerais ça que tu te présentes. Qui de mieux que toi, genre, pour te présenter? Je te laisse la parole, quelques secondes. Écoute, de façon formelle, professionnelle, moi, dans le fond, j'ai inventé le micro-ondes pour le froid. Hein? C'est pas compliqué, quelque chose qui refroidit ou qui gèle instantanément n'importe quoi. Tellement puissant que ça peut geler l'alcool. Tu sais, l'alcool, on pense que ça gèle pas, hein, parce que vous le mettez dans votre congélateur, mais c'est juste que votre congélateur n'est pas assez froid. Moi, j'ai fait une machine, dans le fond, capable de geler n'importe quoi extrêmement rapidement. On parle de secondes, là. Tu sais,
une once de vodka, là, ça prend 45 secondes, mettons, à agir dans notre machine parce que ça va à moins 100 degrés Celsius. On utilise du CO2 recyclé. OK. Donc, aucune émission là, ou presque pas là, pour l'environnement. Puis notre vision, c'est le froid québécois sur tous les comptoirs de cuisine du monde. Donc, donner ce pouvoir-là aux gens. Par contre, on va en parler pendant la conférence. Au début, c'était pas du tout ça la vision, mais Hugo m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Donc voilà, je suis le président de cette entreprise-là. Aujourd'hui, on a peut-être une vingtaine d'employés équivalents temps plein. On a un bureau à Laval, à Montréal et à Toronto tout récemment. On veut peut-être ouvrir cette année à Vancouver et Boston. Si tout va bien, là, avoir un petit step aux États-Unis. Puis, ça va bien. Nos affaires, ça va bien. Les gens aiment notre produit, aiment qu'est-ce qu'on fait. Puis, grâce à plusieurs mentors, dont Hugo, je suis capable de faire preuve de cohérence, ce qui est un élément extrêmement important là, qui fait en sorte que ça amène le succès, là, entre autres. J'adore la cohérence. On en parle souvent d'ailleurs. Puis on va avoir l'occasion de parler un petit peu plus de ton projet, de ton entreprise tout au long de la conférence ou l'entrevue qu'on fait. Mais j'aimerais ça je vais expliquer un petit peu. Puis je pense, moi, j'adore quand je l'explique parce que je l'explique à plusieurs personnes, cette fameuse synchronicité, la raison pourquoi on se connaît. Puis je vais prendre la balle au bon, puis après ça, tu vas pouvoir renchérir, puis tu peux m'interrompre quand tu veux. Moi, en 2021, j'ai passé un mois, 5 semaines exactement, au Mexique, à Playa del Carmen. C'était écrit dans mon plan de vie que je voulais partir, travailler le matin au Mexique, l'après-midi, m'amuser, visiter des choses, tout ça. Puis j'ai eu l'occasion de donner une conférence, comme je fais régulièrement. Puis cette fois-ci, c'était au regroupement des jeunes chambres du Québec. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi nécessairement l'activité, mais je donnais ma fameuse conférence « J'entreprends ma vie ». C'était pour un concours, en fait. C'était à travers d'un concours que, oui, c'est ça, que les entreprises participaient, puis tout était là pour donner un petit peu ça, cette conférence-là sur le bien-être de l'entrepreneur, puis la cohérence, mais ça prenait un entrepreneur à succès. Quelqu'un qui avait accompli une certaine chose dans la vie pour donner de la crédibilité, puis c'est toi qui avais choisi. Effectivement. Merci. Puis je m'en souviens, puis c'était difficile. C'est une des premières fois que je donnais une conférence. On parle de 2021. La première fois qu'on donne une conférence, OK, par Zoom, sûrement, ou sûrement par Zoom, OK, où on ne voit pas les gens, c'est difficile d'interagir. Moi, j'ai donné ma prestation que je maîtrisais déjà. C'était pas la première fois que je faisais cette conférence-là. Mais aucune interaction avec les gens, pratiquement pas de questions. Fait que, tu sais, moi, je sais pas si j'étais bon ou pas. Puis d'ailleurs, tantôt, tu as donné une conférence, je crois, Julien, puis tu pouvais ressentir la foule, OK, il y a des gens qui ont interagi avec toi après. Fait que t'as pas ça sur Zoom, OK? Fait que moi, d'après moi, je me suis dit, j'étais pas bon, puis tout ça. Puis là, bref, OK, Julien, il m'écrit, c'était sur quelle plateforme? Pas sur Facebook, sûrement sur LinkedIn. LinkedIn. Effectivement. Fait que tu m'écris, puis là, tu me dis, hey, go, j'ai aimé ta vibe, blablabla. Puis là, tu sais, je me fais déranger souvent sur ces plateformes-là. OK? Il y a des gens qui veulent prendre des rendez-vous, surtout pour me vendre des choses. Hein? C'est souvent ça, hein? C'est pour leur vendre leur service. Puis là, je ne savais pas trop qu'est-ce que tu voulais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis consultant en telle chose. Voici mes services. Pouvons-nous booker un petit call de 15 minutes afin d'ajouter de la valeur à votre entreprise? C'est souvent ça ressemble à ça, effectivement. Ouais. Fait que c'est-tu un gars comme ça? Mais là, je vois le titre, OK, le nom de ton entreprise, c'est Ether Technologies. Puis, Ether Innovation. Effectivement, ouais. Merci de me corriger. Puis là, moi, par hasard, OK, on parle de synchronicité, j'étais en train de lire, OK, le livre. Non, mais il y a un livre, mais c'est un audiobook, là, c'est La Matrice divine de Greg Braden. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, c'est quelqu'un de très connu là, en spiritualité, puis dans ces trucs-là. Puis dans le fond, si je résume le livre, c'est simple, je ne vais pas vous vendre la mèche, mais il parle qu'il existe une matrice, OK, pas comme dans le film nécessairement. La matrice, OK, ça se trouve être quelque chose qui nous relie tous, OK? Il n'existe pas de vide dans l'univers, on est tous interreliés, puis le vide qu'on pense, l'air, OK, ben, il y a quelque chose, OK, c'est l'âme du monde, puis lui, il appelle ça la matrice divine, mais les Grecs appelaient ça l'éther.
Fait que cette fameuse âme-là. Puis là, j'étais en train de lire le passage, ou écouter plutôt le passage sur l'Ether. Je pense que j'ai écouté ça le matin. 2 heures après, lui m'écrit, OK, Ether Innovation. J'ai dit, ah, wow, OK, c'est un signe du destin. Puis dans le fond, tu cherchais des investisseurs à l'époque. Fait que j'ai investi dans ton entreprise. Puis, ben, somme toute, fait quoi, depuis 2021 qu'on se connaît, puis qu'on partage cette belle aventure. Fait que moi, je trouve ça une belle synchronicité. Mais c'est à complémenter parce que pour closer cet investissement-là, parce que je veux pas, oui, je l'ai écrit comme ça sur LinkedIn en disant regarde, qu'est-ce que je fais, je trouve que tu serais le bon vibe, etc. Ben, ça tombait que la semaine d'après ou 2 semaines après, ben, je devais aller à Québec pour la business. Quand je vais à Québec, moi, je vais toujours au Normandin. Parce qu'au Normandin, on est toujours bien. C'est mon saying. Parce qu'à Montréal, on n'en a pas des Normandins, fait que c'est un peu exotique, là, si tu veux, là, quand on va à Québec. Puis je demande à Hugo, parce que Hugo, il est plus de Rivière-du-Loup, un petit peu plus au nord, tu sais. Il dit, viens donc me rejoindre au Normandin, tu sais, je vais te montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait avec la machine, tout le kit. Fait que j'amène la machine. Ma blonde était là, tout le kit. On était brûlés de la veille parce qu'on est allé faire un gig, on est allé livrer un client, puis ça finit tard, puis tout le kit. Fait que je monte la machine, je fais goûter. Hugo, il fait comme « Dude, this is the shit ». Fait que, tu sais, il y a eu cette synchronicité-là, je suis d'accord, mais il y en a eu une deuxième parce que cette fois-là que tu devais venir à Québec, c'était le bon timing que moi, je devais être là, mais qu'en même temps, toi, tu avais un meeting d'affaires. Effectivement. Puis j'ai l'impression que si cette synchronicité-là spécifique, après s'être contacté sur LinkedIn, n'avait pas eu lieu, là, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu n'avais pas eu ton meeting d'affaires ou moi, je n'étais pas à Québec, ben la relation aurait die à ce moment-là. C'est clair. Mais il y en a une troisième aussi, Julien. Je ne sais pas si tu te rappelles, ta blonde avait tiré au tarot, a commencé à faire ce tirage-là. Puis oui, était un petit peu oui, ben, c'était cette fois-là. Ouais. Non, c'était cette fois-là, c'était dans la deuxième rencontre. Exact. Ma blonde, by the way, que j'aime beaucoup, Christine, très spirituelle, très forte aussi spirituellement, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller chercher les insights très, 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 très bien. Cette fois-là, elle avait tiré Hugo au tarot. Je ne sais pas si ça t'avait aidé à te convaincre de venir avec nous autres, mais elle avait tiré une carte, là. Je suis pas un pro du tarot, là, mais la carte, là, c'est comme genre une carte style légal, justice. Il y avait comme un truc d'engagement, là, la carte qu'il avait pigée. Puis je ne sais pas si ça te rappelle. Il y avait un truc là, qui me donnait confiance qu'elle m'a tiré cette carte-là. Je pense que c'était l'empereur qu'elle avait tiré. Je m'en souviens. Et l'empereur était en même temps sa carte à elle. Parce que, tu sais, veux pas, moi, chaque décision que je prends, je la bounce avec les gens qui sont autour de moi, hein, parce qu'il faut que ça soit cohérent, comme tu as dit. Puis cette fois-là, elle avait tiré l'empereur, qui est sa carte à elle. Ça avait été cohérent avec toi. Puis on a fait comme, bon, ben... on y va. Que la meilleure décision, c'est d'y aller. Fait que là, imagine-toi donc, là, OK? On prend une décision d'affaires d'investissement. Puis toi aussi, là, dans le fond, pour accepter un investisseur, il fallait sur, OK, une synchronicité de nom d'entreprise, ben, l'Ether, OK? Après ça, genre un rendez-vous, OK, qu'on était vraiment fait pour se rencontrer. Mais surtout pour closer ça, une carte de tarot. Imagine-toi donc, genre, c'est 2 entrepreneurs. Quand on parle de cohérence, de synchronicité, je pense qu'on a un très bel exemple, une très belle histoire à ce moment-là, qui c'était en 2021. Là, on est 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, quasiment. Ah, OK, ça passe vite, hein? Puis pour le public, là, by the way, on est toujours content. Hein, Hugo? Effectivement, c'est le début d'une belle aventure. Hey, pour aller, on va en parler encore sûrement au travers de notre discussion. Là,
j'ai comme envoyé ça un peu sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'on parle un peu d'alchimie. C'est un peu de l'alchimie que tu fais là, dans cette invention-là, dans cette entreprise-là. Puis Ouais. je fais une petite préambule, OK, sommaire, OK. Ceux qui connaissent les tests de personnalité, moi, je suis un jaune, OK. Moi, je suis plus créatif, visionnaire, flou. Julien, il est plus de fait, c'est un inventeur, c'est un scientifique. Fait que vous allez voir Un rouge, moi. un rouge, effectivement. Rouge, ascendant rouge. J'étais genre 96% rouge là, quand moi j'ai fait ce test-là. Fait que vous allez voir, Julien va aller plus avec des faits, moi je vais y aller plus avec des vibes, peut-être un peu. Fait que l'alchimie, ben, tu sais, souvent les gens, bon, OK, on tape ça sur ChatGPT, ils pensent à des êtres humains qui prennent des métaux qui est impurs, du plomb, du cuivre, puis ils font de la transformation dans un creuset pour créer ou genre que ça devienne un métal pur qui est de l'or. Fait que souvent, c'est ça. Il y a des gens qui entendent parler beaucoup de l'alchimie, là, de la pierre philosophale, un peu à la Harry Potter, une pierre avec des pouvoirs exceptionnels, la vie éternelle. On entend souvent genre Nicolas Flamel qui a découvert la pierre philosophale, puis il est devenu éternel, puis encore aujourd'hui, il serait encore parmi nous sous d'autres noms. Les gens pensent beaucoup que c'est ça. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, mais toi, Julien, avant, là, parle-moi un peu de l'alchimie. Bon, premièrement, je ne veux pas décevoir des gens, là, mais puis on en reparlera peut-être un petit peu plus tard de la magie, OK, tout le kit, mais l'alchimie, malheureusement, c'est pas la magie. OK? L'alchimie, c'est... là, Hugo, je te vois plus, par contre. Es-tu toujours là? Oui, c'est normal. Des fois, tu vas OK, voir, excuse. quand tu parles, je vais te mettre Oui. plus gros, puis, mais je suis toujours là, inquiète pas. Donc, je recommence. L'alchimie, là, pour pas décevoir des gens, c'est pas de la magie. L'alchimie, c'est une philosophie, OK? Le but principal de l'alchimie, c'est ce qu'on appelle la transmutation, OK? Au travers des textes, vous allez voir on a transformé du plomb en de l'or, etc. Mais tout ça, c'est des métaphores, OK? Parce que dans le fond, l'alchimie, là, à la base, c'est une philosophie. C'est comme ce que Rousseau, ce que Kant a fait, mais l'alchimie, c'est la philosophie pure. C'est celle qui vient des temps les plus anciens avec les principes les plus purs. Okay? Et le principal but de l'alchimie, c'est de transmuter des choses qui sont intangibles, pas concrètes, en des choses concrètes. C'est un peu comme changer du plomb en l'or, si on veut en faire une métaphore, ou ça peut être, dans nos temps modernes, passer d'une idée à la réalité. J'ai l'idée d'un nouveau médicament qui guérit le cancer, mais quand le médicament est réel et que ça guérit vraiment le cancer, tu as fait de l'alchimie. Okay? En résumé, c'est un petit peu ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais si on veut donner une définition générale qui est plus accurate, l'alchimie, c'est une philosophie. Moi, c'est pas une recette magique. Mais par contre, on dit que la magie, c'est ce qui est incompréhensible pour les humains. Donc, une science, mettons, très, très avancée ou un truc ou quelque chose qui est très, très avancé peut paraître comme de la magie pour les humains. Ben, quand tu suis les principes alchimiques, tu es capable de faire ça. Puis nous autres, c'est ce qu'on a fait avec UCross en parallèle. Là, on a fait quelque chose qui était impossible, que tout le monde disait non, Big, impossible. Ben là, on le fait, puis garde, c'est réel. Donc, voilà pour le résumé là, de l'alchimie. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu mentionnes. Bon, tu sais, c'est comme très, très concret. Moi, c'est sûr que, tu sais, je fais beaucoup un parallèle, OK, quand je parle de l'alchimie, c'est que, tu sais, on prend, mettons, du plomb, un métal qui est impur, OK, jusqu'à de l'or, de la perfection. Moi, je fais le parallèle beaucoup, tu sais, le fameux alchimiste, il va dans son laboratoire, on va parler de langage des oiseaux, laboratoire, fait que il va dans son laboratoire, puis il met du temps, pour développer cette fameuse transmutation-là. Moi, je fais le parallèle beaucoup, nous, au début, être humain, ben, on est comme, le matériel impur, ça veut dire dans le sens, il faut se purifier, il faut grandir, il faut évoluer pour devenir de la perfection alors.
Puis le laboratoire, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup d'expérience de vie, c'est beaucoup de patience aussi pour devenir cette version-là. Fait que moi, je fais beaucoup le parallèle avec l'être humain là-dedans aussi. En réalité, quand tu lis des articles sur l'alchimie, découvrir la pierre philosophale ou transmuter jusqu'à l'or, ça prend énormément de temps, mais je pense que l'alchimiste, avant de purifier les métaux, il se purifie lui-même. C'est indispensable. On en a parlé en début de conférence. Être cohérent, c'est un peu la forme de purification là, que tu amènes, c'est d'être cohérent avec ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu veux, ainsi de suite. Là, okay? Là, la cohérence est extrêmement importante, mais j'aimerais juste faire un petit parallèle sur ce que tu amènes la pierre philosophale. Il y a des théories que j'ai entendues qui ont été prouvées là, et même expérimentées par certains scientifiques, dont M. Joseph Davidovits, si vous voulez rechercher sur les internets, que la pierre philosophale, en fait, c'est un genre de béton. OK? Qui fait en sorte qu'on a pu utiliser ça pour construire les pyramides ou des grands bâtiments qui nous semblent aujourd'hui impossibles, qu'on dit, mon Dieu, comment ils ont fait pour faire ça? Mais en fait, la pierre philosophale aurait été l'agent liant, pour ne pas faire trop de chimie, trop de science, là, mais l'agent liant qui aurait permis que, par exemple, les pyramides, c'est fait avec, mettons celles en Égypte, là, sont faites avec ce qu'on appelle du limestone. Donc, une pierre qui a une structure hexagonale et tout ça, mais que ce limestone-là aurait pu être grindé, mis en poudre, ajouté avec cet agent liant-là, qu'on appelle la pierre philosophale, et que les roches dans la pyramide auraient pu être coulées. Okay? C'est pour ça qu'elles ont des courbes assez impressionnantes et tout ça. Puis le fameux docteur Joseph Davidovits a retrouvé et a même analysé ces agents liants-là. Il a fait des démonstrations comme quoi que c'était possible et que cet agent liant-là, non seulement pouvait servir pour le limestone, mais pouvait servir pour d'autres genres de roches au travers du monde. Donc, cette fameuse pierre philosophale là, pourrait, puis c'est au niveau physique, là, on ne parle pas, Hugo, au niveau personnel, spirituel, là, mais au niveau physique, aurait pu être ça, finalement. Donc, je suis d'accord avec toi. Hein? Parce que, tu sais, on prend juste le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, là, qui présente un alchimiste dans son histoire. Par contre, là, je ne veux pas vendre le punch de ce livre-là, mais tu sais, pour fabriquer l'or, il prend un petit morceau de la pierre philosophale pour mélanger avec d'autres métaux. Fait que c'était le fameux agent liant ou le fameux produit qui fait la transformation, OK, c'est la pierre philosophale. Fait que si, dans le fond, dans plusieurs récits, OK, il parle de cette fameuse pierre-là pour transformer l'or, ça peut avoir des pouvoirs, OK, ailleurs dans d'autres métaux comme... même le granit. T'sais, on dit que le granit, là, oh mon Dieu, là, il faut que ça soit le fait à partir de la Terre, des milliards d'années de compression, puis après ça, on peut juste le couper. Là. Mais apparemment, non. Apparemment, là, on pourrait le grinder, là, le mettre en poudre, et, le mixer avec cet agent liant-là, puis ça ressemblerait à du granit bien normal. Puis si tu vas en Égypte, là, il y a certains pieces de granit là, autour des pyramides que tu peux taper avec une petite roche de rien du tout, puis tu vas pouvoir le couper. Donc, à suivre. Puis, tu sais, je vais faire du bon avec les pyramides, OK, puis d'autres structures là, qui ont été construites là, par les anciennes civilisations. Souvent, c'est en granit, justement. Souvent, il n'y a pas de truc de fossile qui est attaché après ça ou à l'intérieur, qui est impossible de dater, genre avec le fameux Carbone 14, là, que tu n'es pas probablement meilleur que moi pour dire ça. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu? C'est-tu genre vraiment les Égyptiens qui ont construit ça? C'est-tu les Incas, le Machu Picchu, puis d'autres trucs? Moi, je suis convaincu que les Égyptiens ou les Incas, c'est des gens qui ont fait ce qu'on appelle du réemploi.
C'est-à-dire qu'ils se sont pointés ou se sont établis sur ces sites-là et les constructions étaient déjà là. Ce qui a fait en sorte que ça a probablement fait naître des religions, des croyances de « Oh mon Dieu, j'arrive là, j'arrive du bois, je vois des choses incroyables, ça doit être les dieux, bon, ainsi de suite. » Mais il y a beaucoup d'indices qui nous laissent croire que, par exemple, en Égypte, l'Égypte, ça date de moins 5000, moins 6000 maximum, là, les premières dynasties, peut-être moins 7000. Là. Mais mettons le Sphinx, là, il y a des traces d'érosion, de grandes pluies sur son corps, que ces climats-là, les derniers climats auraient été à moins 12 000. Donc, on parle de 5000 ans plus tôt que les premières constatations de ce qu'on appelle les Égyptiens. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère ce qui est utilisé dans certains documentaires, comme la révélation des pyramides et ces choses-là, d'appeler les gens qui ont fait les pyramides ou le Sphinx les bâtisseurs. On ne sait pas c'est qui nécessairement, mais on a des indices qui nous laissent croire que c'est beaucoup plus ancien que les Égyptiens, puis que, dans le fond, les Égyptiens, ce seraient des gens qui auraient réemployé ces monuments-là, qui se seraient appropriés cette culture-là ou ces choses-là. Peut-être que ça les a aidés à développer, ça les a inspirés, en fait, à développer des choses comme l'écriture, les maths et ainsi de suite. Mais clairement, il y a des indices comme le Sphinx, là, qui a des traces d'érosion comme, mettons, incroyables. Comme il y aurait eu un déluge ou beaucoup d'eau dans le fond. Oui, parce que dans le fond, l'Égypte, il y a 12 000 ans, c'était une forêt tropicale. Exact. Avant que ça soit un désert. C'était une forêt tropicale il y a 12 000 ans. Parce que je pense que la dernière glaciation, où que la Terre était vraiment en glace, c'est dans le bout de 10 000, de 12 000 ans, c'est possible, ou c'est peut-être avant la... Oui, mais on ne parle pas de la même région. Là. La glaciation, c'était beaucoup plus au nord et tout le kit. Dans ce temps-là, il y a 12 000 ans, l'Égypte était comme l'Amazonie, si tu veux. Parfait. Okay? Ouais. On a des preuves de ça. Là. Ça, là, c'est irréfutable. Là. On parle de sciences enseignées dans les universités, comme quoi que, effectivement, en Égypte, en Afrique, au nord de l'Afrique, il y a 12 000 ans, c'était des forêts tropicales. Puis ce qu'on constate, c'est que sur le Sphinx, il y a des traces d'érosion de pluie qui n'auraient jamais pu arriver dans un désert. Il aurait juste pu arriver dans des contextes de forêt tropicale. Fait qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que le Sphinx a plus que 12 000 ans? Et si c'est le cas, ben ça veut dire que ce n'est pas les Égyptiens qu'on connaît qui l'auraient fait. Non, mais je partage un peu ta théorie. Puis d'ailleurs, le film ou le documentaire, là où les révélations des pyramides, c'est super intéressant. Puis là, selon ce fameux documentaire-là, souvent, il parle du mètre. Normalement, il a été inventé en 1700 quelque chose, le mètre, mais théoriquement, certaines pyramides, dont la grande pyramide de Gizeh, dans le fond, est calculée en mètres. Il y a aussi des calculs de pi. Des choses qui ont été trouvées beaucoup plus tard, même le nombre d'or, qui est très populaire en mathématiques, et partout dans l'univers. Ces genres de preuves-là, tu penses aussi la spéculation ou c'est vraiment des choses qui crédibles? Ben écoute, c'est que peu importe l'unité de mesure, OK? Moi, je suis un ingénieur, je porte fièrement la bague, donc j'ai fait tous les cours de calcul et ces choses-là. Peu importe l'unité de mesure qu'on prend, c'est les ratios qui sont importants. C'est-à-dire, telle mesure divisée par telle mesure, qu'est-ce que ça donne? Et là, dans les pyramides, on ne se trompe pas. Pi, le nombre d'or, dans les années 1800, on qualifie comme 1 plus ou moins racine de 5 divisé par 2, mais qui peut être calculé de bien des différentes façons. En fait, le nombre d'or, 1,618033, qui a des propriétés mathématiques assez intéressantes. Ces ratios-là ne mentent pas. Peu importe le système, que ce soit le mètre, le pied qu'on aurait fait, et ainsi de suite, ces ratios-là sont là, ils sont extrêmement précis au travers des pyramides. Et, il y a même le chiffre de la lumière, la vitesse de la lumière aussi. Je ne sais pas si la hauteur... Ah oui, celui-là, il est un petit peu plus funky. Là. Celui-là, dans le fond, c'est comme la superficie
de la base divisé par la hauteur. Bon, celui-là est un petit peu poussé. Est-ce que vraiment ils ont incorporé la vitesse de la lumière? Moi, je suis sceptique par rapport à ça. Mais les ratios de base, là, des divisions simples de hauteur sur les largeurs, on trouve effectivement ces grandes constantes. C'est des constantes, c'est des grandes constantes de l'univers qu'on retrouve à travers ces divisions-là. Ça, c'est pour un ingénieur, en tout cas, c'est assez impressionnant. Là, je dois vous dire. Puis moi, c'est ça qui m'a accroché. Tu sais, c'est pas. Ce qui m'a amené dans ces réflexions-là ésotériques et plus loin que ce qu'on enseigne, disons, c'est ces constatations-là. C'est ces choses que moi, j'ai appris qui sont des certitudes prouvées, répétables et, et refaisables par des pairs, hein, parce que veux pas la science, c'est ça, il faut que ça soit répétable, puis que tu le donnes à quelqu'un d'autre, il faut que la personne refasse la même expérience, ça donne la même affaire. Quand on trouve à travers ces choses-là, ces ratios-là, ben ça devient assez troublant. Fait que ça m'a fait poser des questions par rapport à toute cette histoire-là et toutes ces choses-là. Puis c'est pour ça que je m'intéresse vraiment grandement, mais d'une façon scientifique et posée à toutes ces grandes questions-là. Donc, ici, on poursuit rapidement, puis selon le documentaire, puis selon plusieurs théories, bon, les pyramides qu'on parle avec le Sphinx, théoriquement, genre, sont synchronisées un petit peu avec les constellations, les étoiles, les planètes aussi. Puis théoriquement, dans le fond, le Sphinx, à l'équinoxe du printemps, ben, dans le fond, doit pointer, bon, une constellation. Oui, une étoile en particulier. Oui. Exact. Puis théoriquement, ben, genre, ce site-là, il est synchronisé aussi sur une ligne avec le Machu Picchu, entre autres, et plusieurs autres, l'île de Pâques. Puis dans le fond, le documentaire dit que ce serait une ancienne équateur qui est comme une différence de 30 degrés avec ce qu'on a présentement. Puis selon la théorie, c'est que dans le fond, quand le soleil va donc, quand dans le fond, le Sphinx va pointer la constellation du Lion, à l'équinoxe du printemps. À chaque 24 000 ans. Exact. Là, il serait supposé avoir comme un déluge ou quelque chose qui transformerait le monde. Est-ce que tu crois à ce genre de théorie-là? Moi, à part les ratios tangibles d'un pyramide, moi, tout ce qui est alignement, 30 degrés et ainsi de suite, je laisse un bémol là-dessus. OK? Je ne l'exclus pas, mais je n'ai pas assez de data ou de preuves pour vraiment faire comme quoi que, ah ouais, c'est ça qui se passe, puis effectivement, dans X milliers d'années, il va y avoir une catastrophe. Là. OK? Non, malheureusement, je n'ai pas encore assez de data, là, si tu veux, pour comme tu dis, croire à ça. Okay? Ouais, moi, mes croyances sont basées sur des choses répétables. Je comprends. J'ai des croyances, par contre, qui ne le sont pas, puis on va en parler après. Ouais, juste pour finir l'histoire des pyramides, théoriquement, là, ben, le fameux Sphinx pointerait, dans le fond, l'équinoxe du printemps de la constellation du Lion, je pense, entre 50 et 200 ans. À partir d'aujourd'hui. Non. En fait, c'est que les pyramides sont alignées sur les 4 équinoxes, puis ça, peu importe le cycle, que ça fasse 1000 ans, 2000 ans, l'équinoxe va toujours être l'équinoxe parce que ça a rapport avec la rotation de la Terre. Ça n'a pas rapport avec la révolution. Ça a un peu rapport avec la révolution, mais ça ne change pas au fil des millénaires. C'est toujours pareil. Okay? Le soleil va toujours se lever. Et oui, il y a ce qu'on appelle une précession, là, étant donné que la Terre est inclinée de 23 degrés, tu as une espèce de ballon comme ça qui est prévu dans l'orientation des pyramides. Mais par contre, ce n'est pas des cycles qui sont extrêmement longs. C'est des cycles qui sont quand même assez courts. Donc, la pyramide qui est orientée nord-sud et le Sphinx et tout ça qui indique les équinoxes et les solstices, c'est toujours assez précis. Super. Dans le fond, un autre sujet que je voulais qu'on parle aujourd'hui, puis on peut revenir à l'autre après, là, le fameux langage des oiseaux. Là, c'est un langage, souvent quand on parle de langage, on pense que c'est une autre langue. Dans le fond, ça se trouve être les mêmes langues que nous connaissons.
mais il y a une signification plus cachée, plus hermétique. Oiseau, une langue volatile aussi, une langue cachée, mystérieuse, utilisée dans certains livres pour nous faire comprendre des choses, dans certains films. Moi, ça me passionne beaucoup. Je crois beaucoup que chaque mot a une signification. Surtout nous là, qui parlons français présentement, le vieux français, chaque mot, il y avait une raison pour qu'ils l'ont créé. Fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce langage-là. Je trouve que c'est tellement intéressant. Bon, premièrement, le mot oiseau. Hugo, le mot oiseau, c'est un mot spécial. Pourquoi c'est un mot spécial selon toi? Je pense qu'on l'a déjà expliqué, là, mais j'avais de la misère à l'expliquer. Oiseau, il y a souvent une combinaison. En fait, c'est parce que chaque lettre qui est mise dans ce mot-là n'a pas sa prononciation initiale. Tu n'as pas le O, tu n'as pas le I, tu n'as pas le S, tu n'as pas le A, tu n'as pas le U, tu n'as pas le A, X. Chaque lettre a dans ce mot-là, premièrement, un son qui est différent. OI, ça fait WA. Le S, c'est un Z. Le EAU fait O. Puis le X est silencieux. Ouais. Donc, déjà là, tu as une certaine connotation d'occulte, de caché, si tu veux, en arrière de ça. Puis la langue des oiseaux, à la base, on n'est pas supposé l'enseigner. Okay? Fait que ce qu'on fait là en ce moment, c'est comme, si on veut, en dehors un peu des principes. Là, on va se faire chicaner, c'est ça que tu veux nous dire? On va se faire chicaner. Oh, ben, non, on ne sera pas chicané parce que tout le monde s'en crisse, anyways. Mais on n'est pas supposé. Selon les principes philosophiques de base, là, on n'est pas supposé l'enseigner. Mais la langue des oiseaux, c'est une langue qui est basée sur l'assonance, sur les sons. Okay? Par exemple, chaque mot qu'on va dire au courant d'une phrase, si on la lit juste avec notre oreille, ben cette phrase-là ou ce mot-là peut dire complètement autre chose. Comme par exemple, un qui est très populaire, la magie. Ben, la magie, c'est l'âme agit. L'âme qui agit. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait de la magie? On utilise notre âme, on la fait agir, ça fait de la magie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde disait impossible un micro-ondes du froid. J'ai fait de la magie. J'ai utilisé mon âme, j'ai utilisé tous mes principes, j'ai mis ça dans une petite boîte, j'ai mis le froid québécois d'une boîte, j'en ai fait une entreprise, puis là, tout le monde y croit tout d'un coup. J'ai fait un peu de la magie. J'ai utilisé mon âme, j'ai utilisé de la magie. Mais il y a plein d'autres principes comme ça, comme par exemple, Hugo, toi, tu es un apprenti sage. Un apprentissage. Oui. C'est très, très simple. Donc, prends le temps de le mentionner. Vas-y. Moi aussi, je suis un apprentissage. Quand on le dit comme ça, puis il y a plein de mots ou de phrases comme ça ou d'expressions qui sont cachées dans la langue française, surtout dans la langue française parce que c'est celle qui est la plus dérivée du latin. C'est sûr que ça marche aussi dans d'autres langues, comme par exemple en anglais, wake up, wake up. The way to the cup, c'est le way, le chemin vers le Saint Graal. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la langue des oiseaux, c'est pas juste en français, mais par contre, c'est en français qu'elle est le plus la plus dominante. On sait qu'un peu le français, c'est la langue des poètes aussi, tu sais, c'est la langue du romantisme aussi. Il y a beaucoup plus de mots, beaucoup plus de combinaisons, de significations aussi. C'est sûrement une bonne raison pour ça. Là. Oui, exactement. Puis le français que nous autres, on parle, il date de très, très, très longtemps. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise, des mots qu'on utilise à tous les jours, que ceux qui ont dérivé le français du latin se sont assurés de mettre des connotations dans la langue des oiseaux. Et pour justement créer de la magie avec les mots. Ça a l'air con, qu'est-ce que je dis, hein, que la magie vient des mots. Mais pensez-y, là. Dans tous les films, dans toutes les
les histoires et tout le kit, il y a toujours une formule magique. Abracadabra ou blablabla, blablabla. Ben, les mots ont une importance. Avec des mots, on peut rendre des gens fâchés. On peut rendre des gens heureux. Avec un mot, un seul mot, on peut faire toute la différence dans la vie d'une personne. Les mots ont une puissance incroyable et que je définirais comme magique même. Mais quand on sait un petit peu plus le derrière des mots, le derrière des phrases, le derrière de la langue, etc., bien, notre magie est encore plus puissante que ça. Donc, je vais en rester là. Je ne vais pas, je vais pas nécessairement te donner tout cuit dans le bec parce que, comme tu as dit, les principes alchimistes, puis là, je vais faire un petit cours d'histoire, là, mais les principes alchimistes qui découlent de l'hermétisme. L'hermétisme qui sont la philosophie de Thoth, hein, parce que Thoth, le dieu du savoir égyptien, c'est la même chose que Hermès, le messager des dieux grecs, et Mercure, le messager des dieux romains. C'est toute la même philosophie. C'est la même vraie philosophie ou la philosophie du nous, qu'on appelle sans vous rentrer dans le détail. Mais ce langage-là, cette puissance des mots-là est enseignée à travers ça. Et c'est un principe de ne pas donner tout cuit dans le bec aux gens. Il faut donner des indices et les gens vont aller chercher par eux-mêmes le reste. Par contre, il y a une ligne directrice. Hein? C'est pas genre tout le monde fait sa propre recherche puis tout le monde a sa propre opinion. Non, non. Il y a une vraie ligne directrice. Il faut la découvrir. Et les gens s'entendent, les gens qui pratiquent ça s'entendent pour cette ligne directrice-là. Donc, là, tu as dit beaucoup de choses, OK, puis j'ai pas de cahier notes pour tout prendre. Souvent, OK, exemple, dans les livres, on voit que, tu sais, souvent dans des livres spirituels ou dans des livres, OK, plus mystérieux, bien, souvent, tu peux carrément lire une page, 2-3 pages, puis tu comprends absolument rien, OK, le sens de la phrase et du paragraphe. Il y a des virgules. Il y a des virgules à des places bizarres. Tu as l'impression que c'est des typos puis tout le kit. Puis genre 2 ans plus tard, tu relis le livre puis là, tu comprends. Parce que dans le fond, tu as fait ton apprentissage justement, OK, puis tu comprends. Puis il y a beaucoup de choses qui est cachées. Malheureusement, souvent quand on parle, OK, dans une conversation, OK, quand on n'est pas conscient, on utilise justement des mots, OK, avec pas nécessairement la bonne intention en arrière. Il y a aussi les prénoms aussi. Moi, je travaille beaucoup avec ça, les fameux prénoms français, que ce soit genre Hugo, Sarah, Marie-Ève, peu importe. Il y a encore là des significations du langage des oiseaux. Tu as parlé aussi genre de Thoth, OK, puis j'aime ça que tu parles de ça parce que théoriquement, OK, je veux dire, Thoth a réinventé les fameuses tables d'émeraude, OK, qui auraient une continuité. Je pense qu'il y a 22, OK, lois clés là-dedans qui seraient une continuité avec le tarot de Marseille, qui a 22 arcanes. Fait que ce genre de choses-là, est-ce que tu crois à ça ou c'est juste des coïncidences, encore une fois? Non. C'est pas une question de croire ou pas. C'est des choses qui ont été écrites. Donc, c'est des choses qui sont concrètes. C'est des choses qu'on peut, quand on les lit, est-ce qu'on adhère ou pas à ça? C'est des philosophies. Moi, l'enseignement de Thoth, j'y adhère à 100%. Et il y a un ouvrage, si on veut, qui est plus récent, qui résume un peu le corpus hermeticus, okay, qui est l'ensemble de tous les livres de l'enseignement de Thoth qui comptent effectivement les tablettes et tout le kit. Ce livre-là s'appelle le Kybalion, Kybalion, qui est écrit en majeure partie dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire que si vous le prenez en français, vous allez voir beaucoup de virgules à des mauvaises places, des fautes d'orthographe et ainsi de suite, mais il faut le lire dans la langue des oiseaux. Mais dans ce livre-là, on enseigne les 10 grands principes hermétiques, dont le premier est le mentalisme. Hugo, je sais que tu es un grand fervent de mentaliste, c'est-à-dire if you wish for it, strong enough, you're gonna get it. Ouais. C'est une question de poids, d'intensité dans l'univers qui fait en sorte que est-ce que tu vas recevoir ce que tu souhaites. Effectivement. Ou pas. Le premier principe, puis je ne vous dis pas les autres, là, mais vous les découvrirez.
Le premier principe étant le mentalisme, ce qui est selon moi, un principe extrêmement Ça, important. dans plusieurs autres ouvrages aussi, il en parle aussi. J'écoutais sur la chaîne Gaïa là, récemment avec Stéphano quelque chose qui parle, je me souviens plus c'est quoi le titre de l'émission, il parlait justement ça, c'était la première clé genre de l'univers. Fait qu'il y a plusieurs interprétations. Puis, bon, on parle des Égyptiens de Thoth, OK, selon certaines théories, OK, bon, tu sais, bon, chaque religion aurait son pendant plus mystique ou gnostique, OK, comme par exemple, mettons, Ouais. les francs-maçons pour la religion catholique, la Rose-Croix, Les les fameux... francs-maçons, by the way, les francs-maçons, c'est des hermétistes, hein, by the way. Ben, c'est ça, là. Tu sais, puis, On a un petit secret, là. les Cathares, OK, au Moyen-Âge, OK, je sais pas, les soufis, genre, au niveau de tout ce qui est musulman. Est-ce que, puis la Kabbale, qui est plus juive, je crois aussi, tout un pendant plus gnostique. Les kabbalistes, c'est extrêmement inspiré de l'hermétisme. Ben, tous ces genres de groupes-là, dans le fond, qui reviennent peut-être à la base, est-ce que, dans le fond, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? C'est bien? C'est... Ben, en fait, regarde, mon opinion, c'est que l'hermétisme ou cette pensée philosophique-là est très, très, très ancienne et a été dérivée, OK, autour de l'an 0, là, autour de Jésus-Christ, puis le Coran, puis la Torah et toutes ces choses-là. Ça a été dérivé de cet enseignement-là qui était primaire. Il y a des gens au 18e siècle et même avant qui ont fait les travaux de reprendre ces enseignements-là, qui font, selon moi, pas mal plus de sens que les dogmes qu'on te dit dans toutes les religions. Okay? Mais toutes les religions, selon moi, sont inspirées de cet enseignement-là. Selon moi. OK. C'est des inspirations. Ça t'est dévié là, dans certains contextes, dans certaines régions et tout le kit, pour en faire une religion distincte et tout le kit. Mais la vraie de vraie, là, la plus ancienne, c'est celle-là, selon moi. OK, super intéressant. Puis tu connais un peu peut-être les Cathares au Moyen Âge, que tu sais, d'autres, il y avait une façon de voir les choses différemment. Je sais pas, tu connais-tu un peu les Cathares, Julien? Ça me dit rien, le mot Cathare. OK. C'était comme une nouvelle religion qui était au Moyen Âge, puis tu sais, ils croyaient tellement dur qu'il y a leur enseignement qu'il y a eu une croisade qui est du pape, je ne m'en souviens plus lequel, sûrement un pape innocent, là, sans jeu de mots, là. Bref, qui a fait une croisade pour les exterminer, puis les gens étaient tellement croyants à leur dogme. Mais ils croyaient à quoi? Ben, ils croyaient, à quoi? c'est ça, je ne le sais pas, parce que dans le fond, mais c'était gnostique. Ben, regarde bien, au fil du temps, il y a toujours eu des hérétiques, hein, des gens qui étaient à l'extérieur de la religion, qui étaient persécutés. Ben, peut-être que les Cathares étaient des gens hermétistes, je ne sais pas, là, OK, qui croyaient à des religions ou des principes philosophiques externes au Moyen Âge. Au 18e siècle, ces gens-là étaient appelés les alchimistes. Exact. Puis, tu sais, regarde, je vais juste montrer, un petit symbole qui a été développé par les alchimistes, principalement par un monsieur qui s'appelle Eliphas Lévi. OK, ça, c'est son nom d'auteur. Son vrai nom, je ne le divulguerai pas. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il est très connu, on entend parler beaucoup. Si vous lisez des ouvrages, là, vous allez voir, vous allez le connaître. Mais ici, vous avez la représentation de Baphomet. Baphomet, là, OK, il a l'air d'un démon pour une raison. C'est pour repousser tous les croyants qui ne sont pas hermétistes, finalement. Mais dans cette représentation-là, qui ne veut pas dire le diable, il y a les 7 grands principes hermétiques représentés. Donc, même au 18e siècle, puis on entend souvent que les artistes et tout le kit essayaient de cacher des choses qui étaient contre la religion au travers des âges et tout le kit. Mais même au 18e siècle, là, on faisait toujours ça. Tu parlais du Baphomet. On a l'exemple avec Baphomet. Tu parlais du Baphomet, justement. Ben, c'est souvent les fameux Templiers qui ont été persécutés. Là, ils avaient été reprochés d'avoir idéalisé, genre, justement, un Baphomet, là, un genre de diable. C'est une des raisons de leur accusation. Ça, par contre, Hugo, ça n'a jamais été représenté graphiquement. C'est Eliphas Lévi qui a pris toutes ces oui-dire, ces récits-là, tout le kit, qui en a fait une image pour repousser
tous les chrétiens qui ne voulaient pas croire ou qui ne voulaient pas adhérer à l'hermétisme, qui étaient fervents chrétiens, là, il faut que je me marie, puis je vais aller au paradis après, puis tout le kit. Là, tu comprends? Donc, il a utilisé ça, il en a fait une image qui est le symbole, en fait, des 7 principes hermétiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, M. Eliphas Lévy, dont son vrai nom, il y a peut-être le mot Antoine dedans. juste par curiosité. On va aller voir ça, mon ami. Super intéressant. On peut continuer de parler d'alchimie. Est-ce que tu crois un peu au concept, là, tu parlais justement genre de repousser les chrétiens qui étaient vraiment croyants. Est-ce que tu crois vraiment à la représentation du bien et du mal? C'est-tu existant ou c'est juste une conception humaine? Ben, je pense qu'en société, c'est important. Quand on est dans un groupe, un grand groupe surtout, qui est comme la société, c'est extrêmement important d'avoir des concepts de bien ou de mal parce que sinon, si tout le monde fait n'importe quoi, on s'entend. Exact. Mais fondamentalement, l'univers, là, sans calice, ça a pris, mettons, quand la Terre a été créée, là, ça a pris 1 milliard d'années avant qu'il y ait une première cellule. Après ça, ça a pris 1,5 milliard d'années là, avant que cette cellule-là ait un noyau. Puis après ça, ça a pris un autre milliard d'années avant que cette cellule-là se divise en plusieurs cellules pour faire des êtres un petit peu plus complexes. Puis nous, vous le savez, on est une partie infiniment infime de tout ça. Donc, l'univers, c'est en crise. Est-ce que le bien, le mal existe? Non. En bout de ligne, de façon purement philosophique, non. Par contre, dans une société, pour faire avancer nos choses d'humains, là, nos hommeries, si on veut les appeler comme ça, alors là, oui, le bien, le mal existe. Moi, je pense un peu la même chose que toi. C'est vraiment un concept humain. Pour moi, là, c'est vraiment un concept humain. Je veux dire, j'ai pas besoin de Satan ou du diable, OK, pour faire le mal, OK? Je suis capable de le faire moi-même. Puis, je veux dire, c'est vraiment une conception humaine. Je crois que dans le fond, c'est... C'est qui Simon Lapalme, là, qui fait comme 1 million de commentaires? Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un de tes fans, Julien, parce que là, des fois, il trouve... Je connais pas Simon Lapalme. Moi non plus, je le connais pas, mais bref, il a l'air d'être un de tes fans. Fait que... Il commente pas mal. Merci, Simon, pour tes beaux commentaires. Ouais. Hey, Julien, si on continue, genre, OK, on parlait de conception de bien et du mal. Tu crois-tu au concept de Dieu, d'unité, de la source? 100%. Tu m'en parlais davantage? Non seulement je crois au concept du Dieu externe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, hein, plus grand que notre personne qui existe, mais je crois aussi en même temps au concept du Dieu interne, c'est-à-dire que nous sommes Dieu. Si on veut, là, on a toutes les parties de l'univers en dedans de nous en même temps. C'est un concept qui est polarisé, qui est incohérent, si on veut, parce qu'on ne le comprend pas, nous, en tant qu'humains, nécessairement, mais 100%, je crois à ces choses-là, mais des deux côtés, Hugo. Du côté externe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand, mais du côté interne aussi, que nous, on est plus grand qu'eux. Donc, des deux côtés. Et souvent, moi, en tout cas, je me rallie à ça. Tu sais, entre l'entrepreneuriat, là, c'est fucking difficile. Hugo, on s'entend, là. Exact. Sous le destin ici, là. C'est pas facile, man, l'entrepreneuriat. Il n'y a personne, Carlis, qui fait ça. Si c'était facile, tout le monde le ferait, puis tout le monde aurait du succès. L'entrepreneuriat, c'est fucking tough. Puis souvent, dans mes moments là, que je suis au plus faible, ben je fais une genre de prière. Pas une prière catholique, je vous salue maintenant. Non, une genre de prière spirituelle. Puis à ce moment-là, j'appelle ces deux facteurs-là. Donc, le Dieu plus grand, mais aussi le Dieu plus petit, qui est en dedans de nous.
j'essaie de rétablir la cohérence. Ce que toi, tu m'as appris, Hugo. Tu C'est le sais, plus important, Julien, je pense, la cohérence. moi, je crois beaucoup que, tu sais, dans le fond, tu sais, chacun vit dans son monde, OK? Chacun, OK, met ce qu'il veut dans son monde. On est tous interconnectés, mais, tu sais, chacun par rapport à son apprentissage, OK, son monde est différent. Moi, j'ai compris aujourd'hui que, dans le fond, que tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est une illusion, OK? Ça veut dire que comment je file à l'intérieur de moi, mes pensées, mes émotions, bien, se matérialisent à l'extérieur de moi et j'attire ce que je suis. Fait que dans le fond, les situations dans lesquelles que je vis présentement, les relations que j'ai, dans le fond, tout part toutes de moi, puis tout le reste à l'extérieur, c'est illusion. En partant par ce concept-là que je crois beaucoup, ça veut dire que le Dieu extérieur, qui est théoriquement plus grand que nous, est aussi une illusion. Fait que si tout part de nous, moi, je me suis dit, le seul vrai Dieu, la seule vraie unité, la source, est à l'intérieur de moi, si c'est vrai, tu sais. Moi, c'est mon Oui, positionnement. mais il y a des choses que tu ne contrôles pas à l'extérieur de toi. Tu en as eu des surprises dans ta vie. Tu en as eu plein de surprises dans ta vie. Mettons, la pandémie, là, c'était une surprise pour tout le monde. T'sais. Le Dieu extérieur, selon moi, il existe aussi. C'est correct de l'effacer. Hein, parce que lui, ces deux dieux-là, là, ils sont en Christ qu'on croit en eux ou pas. Hein, pour eux autres, là, ça ne change rien à la fin de leur journée. Mais tu as 100% raison. Je crois que celui qui est pas le plus important, mais celui qui est au commencement, c'est le Dieu intérieur, qui doit être compris et conquéri avant de commencer à croire à celui qui est extérieur. Puis je suis d'accord avec toi aussi de dire que si tu influences bien ton Dieu extérieur, il communique avec son patinet qui est l'autre bord. Fait comme, si, lui, Chris, cohérent, ce gars-là. Good. On va lui faire arriver des bonnes affaires. Bon, OK, on s'entend, là. Good, OK, parfait. Faisais arriver ça. Puis là, tout d'un coup, pouf, il y a une Mais chance. Julien, Quelque chose qui j'aime arrive. ton explication. Moi, où je suis rendu dans ma vie, là, puis moi, je pense que chacun a son monde différent. Moi, la pandémie, OK, ça partait de moi. OK? Puis la crise économique. C'est toi qui as créé la pandémie. Ben, dans mon monde à moi. Moi, je crois que dans le fond, chacun a son monde. Oui, mais là, je vis dans le même monde. Là. Je suis là. On est interconnectés, mais j'ai mon monde, tu as ton monde. Tu mets ce que tu veux dans le tien. Moi, c'est ma vision que je vois les choses. Puis peut-être que dans le fond, Julien, tu me parles présentement, puis je n'existe pas. Peut-être que dans le fond, je suis pure représentation de ton esprit ou de tes émotions à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas inventé encore la Tu m'as déjà machine. touché. Hein? Tu m'as déjà touché. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est peut-être toi qui as tout matérialisé ça. Tu n'as pas inventé encore le UFROS pour me connecter à moi, mais peut-être ça va venir bientôt, mais peut-être que je n'existe pas. Puis peut-être à l'inverse, toi, tu n'existes pas. On ne sait pas. As-tu pensé à ça? Ben, écoute, oui, of course que j'ai pensé à ça. Par contre, je préfère, c'est une préférence. Ouais. OK, là, c'est pas une certitude. Je préfère croire aux deux types de dieux, le Dieu interne et le Dieu externe. Je crois que moi, en tout cas pour moi, c'est ce qui me convient le mieux là, en termes de croyance. Puis pour le public qui écoute, ben c'est ça la leçon. C'est prenez la philosophie ou la spiritualité ou la croyance qui vous convient Ben oui, c'est important. le mieux. Il faut qu'elle soit cohérente, par contre. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de random. Il faut que ça ait été pensé, mais puis pas non seulement, pas juste par vous, par d'autres. Mais prenez ce qui vous convient. T'sais. Effectivement, je pense que le plus beau don qu'on a, que Dieu nous a créé, peu importe où qui est, dans le fond, c'est le discernement. Fait que tu prends qu'est-ce qui te parle, puis qu'est-ce qui te parle pas, ben c'est pas plus grave que ça. Puis tu sais, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que dans tout ça, c'est qu'on grandit, puis on évolue, puis les choses changent, rien n'est permanent, puis tout ça. Hey, en fait, compte, Simon nous a dit, je n'existe pas. Fait que lui, au moins, il n'existe pas, c'est clair. Hey, dernier sujet, genre, puis j'aimerais ça vienne de toi, Julien. Qu'est-ce que tu aimerais parler là, en quelques minutes? Ben, pour les gens qui t'écoutent, Hugo, Oui. okay, qui te suivent, moi, je pense que tout le monde peut changer le monde. J'ai cette croyance-là. J'ai beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit non, pas vrai. Tu es né avec des compétences ou pas. Puis tu fermes ta gueule, puis tu fais qu'est-ce que tu es destiné pour. Moi, je
j'ai tendance à ne pas croire à ça, puis je suis en train de le prouver là, à maintes et maintes fois, c'est-à-dire que, par exemple, des employés que j'ai qui sont des fuck all, des drug addicts, si tu le quittes, mais que je le sais qu'au fond de moi, tabarnak, ils peuvent faire une astuce de différence. Je les truste pendant un bon bout de temps. Ils fail, ils foirent, ils fuck tout. Mais à la fin, là, la magie. La magie. Donc, ceux qui écoutent, qui pensent que, je sais pas, là, vous êtes des fuck-out ou, je sais pas, là, vous êtes pas capable de transformer votre spiritualité en des actions concrètes, ça se fait, guys. Il y a des façons de faire. Il y a il y a certains principes qu'on peut adhérer pour justement que nos pensées les plus étranges se manifestent, si on veut les manifester. C'est ce qu'on appelle la transmutation, c'est ce qu'on appelle l'alchimie. Moi, je suis un fervent croyant de ça. Par contre, dans l'alchimie, dans l'hermétisme, on ne peut pas vous donner ça tout cul dans le bec. On peut vous guider, mais on ne peut pas vous le dire là, exactement, ah, fais ça. Non, il faut que ça vienne de vous parce que sinon, ça serait comme un cheat code. C'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin, c'est le processus qui compte. Oui, exactement. Fait que s'il y avait une dernière chose à dire, Hugo, moi, ce serait ça. Puis juste pour que les gens sachent qui écoutent la conférence, moi, Hugo, là, il a fait une énorme différence dans ma vie. Autant dans la vie de business que dans la vie spirituelle et personnelle que j'ai. Souvent, là, j'entends la voix de Hugo en arrière qui dit « Hey, tu fais là, t'es-tu cohérent, Big? » C'est con, mais ça m'aide. Ça m'aide. C'est le mot, hein, aide. Ça m'aide dans ma vie de tous les jours à prendre les bonnes décisions puis à aller dans le droit chemin pour être 100% cohérent. Donc, ça pour dire que Hugo, merci infiniment, man, pour, ça me fait plaisir. Pour ça. Sérieusement, je pense que ça a peut-être l'air de rien, mais je pense que tu fais une belle bulle dans l'univers. Ben, merci. Une belle petite bulle. Merci beaucoup. Je suis peut-être un genre d'ange gardien pour toi, Julien, qui sait. Mais Ouais. pour finaliser, là, j'aimerais ça te tirer une carte. Est-ce que je peux? C'est des cartes angéliques. Fait que dans le fond, moi, j'adore les cartes. OK, mais je vais exiger que tu les brasses puis que je vois comment tu les brasses devant moi. C'est ça, effectivement. Fait que là, je vais essayer de les brasser comme ça pour que le monde... Non, je vois pas, là. Devant la caméra. Ouais, c'est dur parce que là, je ne vais pas te montrer les cartes. Là, fait que je vais les brasser. Ouais, c'est pas du gros brassage. Non, je le sais, parce que là, il faut que je te montre. Là, je suis habitué de l'autre bord, moi. Bon, OK. Là, il était déjà brassé tantôt. Là. OK, attends une minute. Pose-les sur la table. Ouais. Pose-les sur la table. Ouais. Puis, mets-les toutes droites. Ouais. Mets-les toutes droites. Ouais. Toutes droites, toutes alignées. Ouais. Tu vas prendre ta main, là, ouais. puis tu vas couper le paquet avec ton cœur. OK? OK. Coupe le paquet. Montre-nous à l'écran que tu as coupé, là. Good. Mets-le sur le top. Ce que tu as coupé. Oui. Oui, bien, ce que tu as coupé, tu le mets sur le top. Oui. Ouais. Là, tire. Mais là, dans tu le l'as fond, fait avec ton cœur? Oui, je fais avec mon cœur. Là, dans le fond, je mets ma main, tu me dis quand j'arrête. Non. La première sur le top. Ah, la première sur le top? Oui. T'es difficile, mon ami, t'es difficile. Ah, hey, c'est une belle carte, tabarouette. Je pense que c'est une de mes préférées. Sérieusement, là. C'est l'ange de l'amour. C'est pas ça qu'on a fait à soir? Donner de l'amour à tout le monde qui nous écoute? Effectivement. Donner des enseignements qu'ils n'apprendront pas à l'école ou n'importe où. Avec des preuves en arrière, Big. Hein? Pardon? Avec des preuves en arrière. Effectivement. Fait que c'est l'ange de l'amour. Qui le chiffre, c'est 11. 11 qui est un chiffre maître, qui est aussi... Je ne sais pas si vous savez, genre en numérologie, genre ma fête, c'est le chiffre, ça donne 11. Dans le fond, les mots-clés, c'est compassion, bonté, bienveillance. Tu sais, puis... tu m'as déjà dit que dans le fond, l'inverse de l'amour, c'est la peur. Souvent, le monde pense que c'est la colère ou la haine, c'est vraiment la peur. Oui. Puis, tu sais, c'est important, ça.
Tu sais, ce qui est important, c'est que, puis ça, je dis à tout le monde, puis je vous le dis, ceux qui me suivent, OK, dans mes entrevues, mais aussi dans tous mes contenus, c'est que dans le fond, notre seul job qu'on a, OK, c'est pas nécessairement de générer des millions, c'est pas nécessairement de faire ci, de faire ça, OK. La seule job qu'on a, c'est dans notre journée, dans le moment présent, c'est de s'assurer qu'on a des pensées et des émotions d'amour à l'intérieur. C'est de transmuter comme une alchimie, OK, nos pensées, nos émotions dans des trucs d'amour à chaque fois. Puis en étant toujours dans l'amour, puis incarner cet amour-là dans notre vie, c'est là qu'on va attirer de belles choses, OK, puis tout ce qu'on veut dans notre vie. Toi, ça peut être le succès en affaires, quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres choses, mais on attire, OK, avec ces pensées d'amour-là. Puis c'est ça l'amour pour moi. Fait que tout est amour, OK, Dieu est amour, puis c'est merveilleux, c'est une belle carte pour toi, OK, je vais te reprendre en photo. Oui, J'aimerais complémenter là-dessus. bien OK? sûr. Tout le monde pense effectivement que le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais pour avoir de la haine, tu as besoin d'un petit peu d'amour. Tu ne Exact. peux pas avoir de la haine s'il n'y a pas une petite affaire d'amour que tu as déjà eu avant. C'est clair. Le vrai contraire de l'amour, comme tu as dit, Hugo, c'est la peur. OK? Genre la vraie peur. Tu te fais courir après par un lion. Ça, c'est la peur pure. OK? Puis l'amour pur, là, c'est genre l'amour que tu as pour ta mère ou le genre d'amour inconditionnel. OK? Puis toutes les émotions, c'est comme, ça, c'est comme les deux couleurs primaires. Là. Puis toute la gamme des émotions, là, c'est un mélange de ces deux choses-là. Comme qu'on mélange des couleurs, genre on va mélanger du jaune puis du bleu pour faire du vert, par exemple. OK? Donc, je ne sais pas moi, 10% de peur avec 90% d'amour, ça va donner la haine. Je ne sais pas moi, 45% de peur avec 55% d'amour, ça va donner l'anxiété, mettons. Okay? Je sais pas, on ne l'a pas mappé, là. Ça serait intéressant de le mapper comme du monde. Mais quand vous savez ça, ça change effectivement votre perspective sur la vie. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais un employé un moment donné là, qui était incontrôlable. OK? Puis un moment donné, je l'ai appelé. J'ai dit, hey, Ariel, je t'aime. Ça l'a complètement fait comme, hein, quoi? J'ai dit, Ariel, je t'aime. J'aime ce que tu fais chez nous. J'aime ce que tu es. Oui, il y a des comportements, mais à la fin de la journée, je t'aime. C'est ce que mon cœur me dit. J'ai raccroché. C'est puissant. C'est big. C'est extrêmement puissant. C'est une couleur primaire au niveau des émotions, l'amour. On a appris que dans le fond, œil pour œil, dent pour dent, OK, mais tu sais, je veux dire, l'amour, OK, ça gagne tout le temps. Hein. C'est toujours très puissant. Ben, regarde les films. Tous les films finissent avec l'amour is the winner. Puis tout le kit. C'est toujours la leçon qu'on t'enseigne à la fin de la journée. Tu sais. Alors, Julien, je vais te souhaiter de l'amour, moi, OK? Puis d'incarner cet amour-là. On finit ça là? Mais pas le choix. Après 1 heure, on perd beaucoup, mais je vais te faire revenir bientôt. Si d'accord, là, je pars au Guatemala dans pratiquement 1 semaine. À mon retour, là, je pourrais te faire revenir. Je vais sûrement avoir eu de bels apprentissages aussi, genre dans ce voyage-là. Mais on pourrait parler pendant des heures, mais à un moment donné, il faut avoir une fin, mon ami. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit. Hein? Si les gens, ben, comme je te dis, je vais te faire revenir, c'est sûr. Si les gens veulent te rejoindre, as-tu ton site web ou je ne sais pas, c'est quoi le plus simple pour te rejoindre? Non, assez simple. Regarde, moi, si vous voulez me texter, m'appeler, j'ai aucune honte. C'est le 514-703-6473. Je répète, 514-703-6453. Mon site web s'appelle ufrost.com, U-F-R-O-S-T. Oui, c'est un nom anglais. Désolé. On est fait pour le scaling. On n'est pas un petit pain québécois, mais avec une fierté québécoise. Je suis désolé. Mon adresse courriel est le info@ufrost.com, ufrost.com. Sinon, vous pouvez toujours passer au travers d'Hugo. Moi, je suis dans la bonne foi, dans le genuine. Si c'est malsain, par contre, my bad, je vais vous ignorer. Mais c'est tout à fait normal. Voilà.
Puis allez voir sur youfrost.com, dans le fond, les machines de micro-ondes pour du froid. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose hors du commun. Puis super. Fait que merci beaucoup, Julien, d'avoir venu avec moi pour parler de plusieurs sujets super intéressants. Comme je te dis, je vais te faire revenir, c'est sûr. Je pense qu'on était 32 au début. J'ai hâte de voir en rediffusion comment ça va fonctionner. Je suis sûr que dans le fond, ça va être très populaire. Après 1 heure, on perd un petit peu d'auditoire, c'est tout à fait normal. Il est rendu quelle heure? Il est rendu 9h10. Mais c'est sûr que dans le fond, on va avoir plusieurs autres sujets à vous parler. Je te libère quelques secondes, Julien. Je vais faire ma conclusion, puis je te reprends tout à l'heure. Oui, c'est bon. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié. Je suis convaincu que vous avez apprécié. On a parlé de plusieurs sujets, de la chimie, de langage des oiseaux, les pyramides d'Égypte, tout, les dieux égyptiens, les cathares, plein de choses sur la vie. C'est vraiment intéressant. C'est des sujets là, qui est vraiment passionnant. C'est pour ça que quand on se rencontre puis on va au restaurant, on en parle pendant des heures. Alors, merci, Julien. Pour moi, dans le fond, je l'ai mentionné tantôt, je pars au Guatemala, qui est un groupe merveilleux le 8 au 18 février. Le groupe est complet, je suis vraiment content. Le prochain voyage, si vous voulez participer à des voyages de groupe, d'aventure spirituelle avec moi, c'est moi toujours le guide. Ça va être au Pérou du 23 mars au 2 avril prochain. On est pratiquement 9-10, là, fait qu'il en reste 1 ou 2 personnes de disponibles. Dépêchez-vous, écrivez-moi, c'est important. Fait que sinon, dans le fond, il va falloir se reprendre à d'autres voyages. Alors, merci beaucoup. Je vais vous libérer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit tantôt, likez, partagez mon contenu, ça me fait toujours plaisir. Alors, à la prochaine, puis je vous souhaite une agréable semaine. Merci beaucoup. Bye bye.